Parce qu'il y a d'abord une pulsion, un besoin. Et donc c'est ce que vous appelez authenticité ou nécessité. Et s'il n'y a pas ce besoin et cette pulsion, et qu'on veut être artiste, c'est donc pour d'autres raisons. C'est soit qu'on se dit que c'est une façon d'échapper à être caissière de prise unique, par exemple, soit une façon d'avoir peut-être beaucoup d'argent et la célébrité et les médias avec soi. Donc c'est pour le statut extérieur de l'artiste qu'on est attiré par la chose. Alors que le vrai artiste, ça vient encore une fois de l'intérieur, ça n'a rien à voir avec ça. Ça ne veut pas dire du tout qu'il réussira, ça ne veut pas dire qu'il sera riche, ça ne veut pas dire... vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est le besoin qui est premier, et contre vents et marées, et quelles qu'en soient les conséquences qui sont souvent assez terribles. Beaucoup d'artistes ont eu un destin terrible. Turner, par exemple, on a fait un film récemment sur lui, il a fini, si je me rappelle bien, sa célébrité le gênait tellement qu'il a pris un faux nom pour aller habiter un quartier pauvre, et sa logeuse ne savait même pas qu'il était le grand peintre Turner. Et vous avez tous les destins sur le plan artiste, mais beaucoup sont dramatiques à la fin. Et on arrive à la fin. Vous pensez que pour certains artistes d'art brut, cette expression artistique à travers la peinture, le dessin, la sculpture ou autre, ou même l'écriture, j'ai vu qu'il y avait des écrits. Oui, oui. Est-ce que c'est aussi un chemin initiatique, sans qu'ils le... Ils empruntent un chemin initiatique sans le savoir? Alors ça dépend, parce que c'est toujours pareil, ça dépend si on prend le sens propre d'une chose ou le sens figuré, métaphorique. Métaphorique. Alors oui, parce qu'au sens métaphorique, parce que par définition, un chemin initiatique suppose une organisation sociale et des générations antérieures qui vous font subir ou passer les étapes de la chose. Et ce n'est pas le cas puisque c'est strictement individuel. Donc on peut dire que toute création a un côté initiatique, c'est-à-dire que l'individu se découvre lui-même et découvre des vérités essentielles de la vie à travers cet acte de creuser son sillon et de creuser son chemin. Autrement dit, on se construit soi-même dans sa personnalité profonde, revenons à Jung, on construit son soi par la création, c'est-à-dire qu'on découvre peu à peu qui on est par les étapes de ce qu'on a sorti de soi. Et je crois que c'est en ça qu'on peut peut-être parler d'une initiation. Évidemment, ça mène toujours à une réflexion sur la vie et la mort, sur les rapports humains, sur ce qui est vrai et ce qui est faux. Le faux, c'est le masque, c'est la persona. Le vrai, c'est cette chose qu'on ne peut pas empêcher d'exister, qui vient de la nature et qui est le lien entre nous, les plantes et les animaux, et le cosmos. Parce que c'est ça qu'on a en commun. Au fond, on n'est pas séparés. C'est cette partie obscure de nous qu'il faut avoir la modestie de reconnaître comme étant universellement partagée par toutes les formes d'être, quel que soit leur degré de développement. Je regarde si j'ai... En fait, on a abordé un peu tous les points. J'ai envie de vous poser des questions plus sur... si vous devez citer maintenant, à l'heure actuelle, 2 noms d'artistes d'art brut qui vous touchent, et expliquer en quoi ça vous touche. Vous citeriez quel artiste? J'ai été mêlé personnellement à pas la découverte, mais la mise en valeur d'une œuvre extraordinaire, c'est les œuvres de Marcel Storr, qui était un balayeur du bois de Boulogne, qui a laissé, il est mort en 1976, qui a laissé 63 dessins d'églises ou de basiliques, de cathédrales fantastiques, et ensuite de villes rétro-futuristiques. C'est-à-dire mêlant des bâtiments ultramodernes, des tours, etc., avec des bateaux d'autres siècles, des dracars, des choses comme ça, donc mêlant les époques dans une espèce de fantasme, de science-fiction bizarre. Et ça, c'est une œuvre extrêmement fascinante, parce que c'est un homme qui était au plus bas de l'échelle sociale, il était balayeur au bois de Boulogne, il était enfant abandonné, il a une vie très très difficile, mais il était pris le don du dessin était très fort en lui et c'est ce qui l'a sauvé, c'est ce qui lui a permis d'avoir une résilience absolument exceptionnelle par rapport au coup qu'il a reçu en permanence du destin et de sa vie particulière. Et donc ces dessins sont très fascinants, ils sont habités, ils expriment une formidable transcendance parce qu'au sens physique, ce sont des choses qui montent vers le ciel et de plus en plus. Donc il y avait en lui une espèce d'élan quasiment paranoïaque mais qui va vers le haut, quoi. Et dans cette mesure, ça me touche beaucoup. Je pourrais parler aussi de quelqu'un que j'ai été amené à découvrir, est un grand mot, mais c'est moins spectaculaire peut-être dans la qualité du résultat, mais aussi spectaculaire dans la démarche. C'est une voyante de Versailles qui s'appelle Marie-Jeanne Gilles et qui, après avoir eu une vision du prophète Élie dans son salon, s'est mise à dessiner de la main gauche, alors qu'elle est droitière, des espèces de gerbes, d'explosions de couleurs. Et elle dit qu'elle a compris que sa mission, c'était de rétablir le lien entre la terre et le ciel, ce qu'en termes philosophiques, on dirait rétablir la transcendance. Et je pense qu'il y a toute une pulsion collective dans le monde entier actuellement qui va dans ce sens, parce que le monde de la consommation est un monde horizontal, le monde de l'Internet aussi, c'est un monde où on met tout sur le même plan, c'est l'entropie
culturel absolu, c'est la fin des différences, des hiérarchies, etc. Donc c'est le degré zéro de quelque chose, c'est une mort en fait, une mort culturelle, et des gens de milieux très modestes, qui n'ont pas toute cette culture intellectuelle, etc., ressentent physiquement ce besoin d'un élan. Et ça me touche énormément, et je crois que tous les grands créateurs de l'art brut sont comme ça. Je vais vous faire une petite remarque, peut-être que vous allez trouver ça incongru, mais moi je suis très sensible aussi à l'état actuel du monde, et très sensible aussi aux notions d'écologie. Vous avez raison. Voilà. Et j'ai comme l'impression que cet élan en question peut être lié à des notions comme celle-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que vous avez raison. Voilà. Moi, je fais partie des gens, et on est nombreux, à défendre, on va dire, d'une manière générale, une forme de création marginale. Pas seulement l'art brut. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'artistes savants qui n'appartiennent pas du tout à l'idéologie de l'art contemporain, qui eux-mêmes ont une vie plus ou moins difficile. Et pendant longtemps, j'ai eu tendance, comme beaucoup de gens, à parler donc des marges, comme on dit l'art outsider, pour dire l'art marginal. Bon. Et puis je me suis aperçu récemment qu'au fond, tous ces artistes qu'on défend, ils ne sont pas marginaux en ce sens qu'ils existent dans des réseaux. La preuve, par exemple, la Halle Saint-Pierre est un lieu où donc on ne peut pas parler de marginalité. Donc il serait beaucoup plus juste de dire que c'est un art alternatif et que ce sont des réseaux alternatifs. Or, le propre de la culture alternative, dont l'écologie fait partie, c'est que ce sont des petits réseaux interconnectés, donc c'est la logique de réseau, c'est la logique aussi du global, local, etc. Donc ça n'est pas spectaculaire comme les visiteurs du Mont-Saint-Michel ou l'exposition de Jeff Koons, ce n'est pas des millions de gens qui se précipitent à travers le même trou de serrure, et donc c'est un maillage à un niveau plus modeste, mais beaucoup plus profond et enraciné dans quantité de choses, enraciné à la fois en partie localement et enraciné globalement parce que ce sont les collections entre les gens et entre les lieux et entre les réseaux. Et donc vous avez tout à fait raison que ce renouveau de l'art que nous défendons est très proche sur le plan de l'art et dans le domaine de la culture de ce qu'on défend par ailleurs dans l'agronomie alternative, dans les écoles effectivement parallèles et ainsi de suite. Je pense que c'est la même chose. Et ce qui serait très souhaitable, qu'il y ait une prise de conscience globale de ça justement. Il y a au fond une culture alternative qui correspond aux tentatives de politique alternative ou d'économie alternative. Voilà, on arrive à la fin de notre entretien. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, approfondir un point par rapport à ce qu'on vient de dire, quelque chose qui aurait été incomplet, que vous estimez... Non, si je voudrais juste dire une chose, c'est que le 19e siècle et le 20e siècle ont été des siècles très matérialistes, de consommation, etc., parce qu'ils reposaient sur une idéologie de la production. Et curieusement, le marxisme a été une idéologie de la production, et non pas une idéologie de la création. Et je pense que si on arrivait à développer une philosophie de l'homme créateur, avec toutes ces nuances que j'ai dites, que tout le monde n'est pas forcément créateur, mais que tout le monde participe au plan de la création, effectivement, ce serait une vision totalement autre de l'être humain que celle de la production qui implique la surproduction, la production en série, la multiplication du même, le clonage, le contraire au fond du développement de l'individu, du soi de Jung et ainsi de suite. Voyez ? Et donc, pour ce qui est du lien entre les gens qui sont plus créateurs et ceux qui le sont moins, je dis souvent une chose qui peut paraître cruelle, mais je dis que les êtres humains sont comme des plantes. Et moi, j'aime beaucoup les arbres et je trouve que vraiment notre système nerveux fonctionne comme un arbre. Je pense qu'on est vraiment irrigué de cette façon-là. Et ça, c'est la partie très naturelle, même de notre cerveau et de notre pensée. Et je dis que la plupart des gens font de la tige et de la feuille et très peu vont jusqu'à la fleur et aux fruits. Mais tout le monde a la même sève. Donc c'est au fond une question de degré. C'était le mot de la fin. Merci.